Donc, je suis chef du transfert des connaissances des pratiques de pointe et des bibliothèques au CIUS de l'Estrichus. Une passionnée de mon travail. C'est avec plaisir et beaucoup d'humilité que je viens vous parler aujourd'hui. J'ai intitulé ma présentation pour des évaluations résolument au service de l'action et de la prise de décision dans le réseau de la santé et des services sociaux. Le plan de ma contribution, je vais d'abord mettre en contexte ma contribution pour que vous puissiez comprendre comment je me loge dans ce que je vais vous partager par la suite. Puis, je vais vous présenter 3 enjeux qui m'apparaissent centraux à l'évaluation dans le réseau de la santé et des services sociaux. Je vais vous partager quelques pistes de solutions qu'on a identifiées pour composer avec ces enjeux-là. Mais moi, je suis ici aujourd'hui surtout pour être nourrie par vous, pour mieux composer avec ces enjeux. Ma contribution aujourd'hui s'inscrit dans le fait que je suis une chercheure défroquée. J'ai travaillé de 91 à 2004 à l'Université de Sherbrooke comme chargée de cours dans plusieurs recherches. J'ai fait mon doctorat. J'ai réalisé un doctorat trop tard que c'est pas tant la recherche qui me plaît. C'est vraiment de prendre des résultats de recherche puis de faire en sorte qu'ils puissent atterrir sur le plancher. Dans ces nombreuses années à l'université où j'ai eu beaucoup de plaisir à enseigner, j'étais beaucoup en choc de valeurs. Dans les nombreuses recherches auxquelles j'ai participé, j'ai souvent trouvé que on avait des méthodologies qui allaient trop en profondeur pour collecter des perceptions qu'on connaissait déjà, alors que le milieu avait besoin d'être accompagné et non qu'on documente encore leurs perceptions, ou des méthodologies extrêmement rigoureuses où on documentait les interactions entre les jeunes, où ça prenait 1 heure pour analyser ces interactions-là, qui ont duré 1 minute réellement, et que les résultats de recherche ont jamais ou peu entraîné des changements de pratique. Donc, dernièrement, j'entendais parler en Europe de la responsabilité sociale des universités pour que les recherches et la formation soient mieux adaptées aux besoins de la société. Bien, moi, ça me rejoint beaucoup. Puis vous allez voir que les critiques que je porte aujourd'hui viennent beaucoup de cette expérience-là. Puis je me permets de faire certaines critiques de la recherche puis du milieu universitaire académique classique parce que je suis une chercheure défroquée. Puis quand je critique, bien, je me critique aussi parce que je suis tombée dans ces pièges-là. Depuis 2004, j'œuvre en milieu de pratique, actuellement gestionnaire du service transfert des connaissances et des pratiques de pointe. Les méthodologies d'évaluation sont au cœur de mon travail. Je pilote plusieurs mandats nationaux à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux et de la Commission des Premières Nations pour accompagner des changements de pratique dans l'ensemble du réseau. L'évaluation est vraiment au cœur de mon travail, que ce soit pour évaluer des technologies, des modes d'intervention. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, on soutient la prise de décision des décideurs. Je ne sais pas pourquoi on a appelé ça comme ça un jour, ça porte à confusion. Élaborer des guides de pratique, effectuer des outils, de l'évaluation de programme. Donc, je baigne dans l'évaluation. Puis, à l'interne de mon établissement, bien, on fait toutes sortes de démarches pour soutenir la prise de décision de nos décideurs, mais outiller aussi les intervenants à rehausser leurs pratiques avec différents outils. Les 3 enjeux que je perçois, le premier, la difficulté d'identifier des méthodologies d'évaluation qui allient rigueur et pertinence et ancrage aux réalités. Les méthodologies qu'on utilise dans le réseau de la santé sont souvent issues du modèle académique classique, puis s'intéressent aux détails, se passionnent pour les nuances, mettent beaucoup l'accent sur la rigueur. Certaines méthodologies sont élaborées par des chercheurs académiques dont certains n'ont jamais œuvré en milieu de pratique. Là, je réfère beaucoup aux méthodologies pour faire des évaluations des technologies, des modes d'intervention. J'en reparlerai tantôt, puis la prochaine critique est issue de ça aussi. Ces méthodologies-là sont jugées pas juste par moi comme étant trop complexes, trop consommatrices de temps et trop coûteuses. Souvent, les méthodologies aussi débouchent sur des évaluations très ou trop prudentes, hein, que vous le voyez souvent, où la conclusion du rapport de 300 pages, c'est des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux cerner. Et ces méthodologies-là mettent beaucoup d'énergie
sur l'évaluation, mais très peu, sont très silencieuses sur la façon d'accompagner les milieux à réorienter leurs actions suite à l'évaluation, souvent utilisées en silo dans le réseau de la santé. Fait que la direction de la qualité fait des outils, la direction de la recherche fait de l'évaluation de programmes, l'unité d'évaluation des technologies, des modes d'intervention fait de l'évaluation pour soutenir la prise de décision. Et là, on a un décideur qui a besoin de quelque chose, qui dit, mais là, à qui je m'adresse? Puis là, il s'adresse à une porte, puis là, il se fait dire, ah, mais c'est pas à nous à faire ça, va voir l'autre porte. Donc, vraiment, c'est pas soutenant du tout. Ces méthodologies-là, souvent aussi, sont pas évaluées, transgressent leur propre idéologie. Dans le sens, les méthodologies pour faire de l'évaluation des technologies, des modes d'intervention, ont jamais été évaluées. Donc, à la base, c'est pour que les décideurs prennent des décisions appuyées sur des recherches. Mais à la base, la méthodologie pour faire ça n'a même pas été évaluée puis démontrée qu'elle entraîne des retombées. Fait qu'il y a des grosses questions de fond à se poser. Piste de solution, unir nos forces comme aujourd'hui. Je salue l'initiative pour développer des méthodologies plus rapides, simples et souples, pour concevoir des produits, des rapports plus évocateurs qui vont à l'essentiel. Mettre autant d'énergie, oui, dans l'évaluation, mais aussi dans l'accompagnement des acteurs pour réorienter leur action suite à l'évaluation et s'assurer que l'évaluation, elle est ancrée dans l'établissement, que les dirigeants sont au courant et y adhèrent pour que les résultats puissent par la suite vraiment être pris en considération. Deuxième enjeu, difficulté d'identifier des chercheurs ayant le profil de l'évaluation au service de l'action. Certains chercheurs qui ne sont pas dans la salle aujourd'hui sont peu formés pour faire de l'évaluation au service de l'action et pour adopter une posture d'accompagnement, donc d'établir des relations égalitaires avec les gens du terrain, d'adopter une posture d'humilité, de se centrer sur les forces du milieu, puis poser les bonnes questions aux gens pour les amener à réaliser au lieu de se mettre dans une posture plus d'expertise où on déverse au milieu comment ils devraient réorienter leurs actions. Certains sont peu intéressés aussi à évaluer des travaux non liés à leur créneau ou pour lesquels ils n'ont pas contribué. Certains sont très critiques par rapport au réseau, ce qui est très bien d'avoir des chercheurs critiques par rapport au réseau, mais parmi ces chercheurs-là, il y en a certains qui portent cette posture-là dans l'évaluation puis perdent leur objectivité. J'ai été témoin de ça plusieurs fois. Piste de solution, embaucher des chercheurs d'établissements dédiés à la recherche en milieu de pratique qui ont ce profil-là, développer des stratégies d'attraction pour les chercheurs universitaires qu'on rencontre qui ont ce profil-là, comment on peut leur ouvrir les portes du terrain, faciliter l'accès du financement rapide, puis peut-être embaucher des courtiers de connaissances qui agissent comme agents de liaison, traducteurs, facilitateurs. On mise beaucoup sur ça chez nous, puis faire en sorte que ces courtiers-là puissent faciliter la vie de nos chercheurs en ouvrant certaines portes. Je sais, je fais réagir certaines personnes. Je vais devoir payer le reste de la journée là, quand je vais me promener. Troisième enjeu, difficulté d'identifier des sources de financement adaptées au rythme de la pratique. Les sources de financement classiques, les organismes subventionnaires classiques mobilisent l'intelligence et l'énergie vive des chercheurs à satisfaire des exigences administratives lourdes. Je ne sais pas comment vous faites, comment vous devez être patient pour le CV commun et tout ça. Je trouve que c'est vraiment une honte que votre énergie doive aller là. Ces sources de financement ne reconnaissent pas toujours le temps que vous investissez comme chercheur à faire de la recherche en milieu de pratique, puis ils s'intéressent encore, malheureusement, au nombre d'articles scientifiques, souvent peu lus, que vous avez publiés. Les choses ont évolué dans le temps, puis il y a beaucoup d'acteurs ici dans la salle qui ont contribué à cette évolution-là, mais on est encore... et les processus sont beaucoup trop lents encore, entre le moment où on voit un besoin de recherche dans nos milieux, qu'on identifie le chercheur, que le chercheur mette sur pied son équipe d'évaluation, fasse la demande de subvention
subventions, bien, on est rendu 1 an et demi trop tard, là, tu sais, le besoin de recherche n'est plus là. Piste de solution, encourager les organismes subventionnaires et le ministère à créer des fonds plus adaptés. Faire appel à nos fondations, on fait ça. Puis, de mon côté, bien, j'essaie de négocier avec le ministère ou la Commission des Premières Nations dans le cadre du financement qu'ils me donnent pour accompagner des changements pratiques pour maintenant avoir un petit volet pour évaluer aussi. Donc, ça permet d'aller chercher certains chercheurs qui peuvent venir nous donner un coup de main à ce niveau-là. Donc, et voilà ma conclusion. Bravo, oui. bravo. Je merci.